ton Soro Guillaume là, il est en train de faire coup d'État. Faut parler de ça. Ma petite sœur. Faut parler, ma grande soeur. Dossier présidentiel du 31 octobre 2020, Guillaume Soro, ses grandes manœuvres pour dynamiter le processus électoral. Et donc, on va dire aujourd'hui, certainement, vous avez lu une partie de l'article, mais on va donner des détails que beaucoup de personnes ne savaient pas forcément. Et vous allez voir combien de fois Soro Guillaume a lutté pour que ces élections n'aient pas lieu. Et donc, suivez très bien les détails. Il a même eu à menacer Kakabe et le 19 septembre 2020. Et donc, vous allez avoir tout ça aujourd'hui dans cet article-là. Interrompre le processus de l'élection présidentielle de 2020. C'était un objectif de Guillaume Soro. Pour cela, il avait mis plusieurs fers au feu. Voilà. Il a été actif sur deux fronts. L'un politique. Tuer la présidentielle en créant un défaut de candidat face à Ouattara. Et l'autre stratégie de Soro Guillaume était un plan institutionnel. Mettre une pression maximale sur le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures pour paralyser l'institution. Depuis 2 ans, depuis mai 2017, je me suis préparé à cette éventualité. Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont avec les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Quand il sera en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de paix, encore moins de stabilité en Côte d'Ivoire. Là, il faut qu'on le dise, il faut que les gens le comprennent. Il faut que l'Occident le comprenne. Il faut que les Nations Unies comprennent. Tant que Alassane est en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de paix. Monsieur le Président, je me demande, est-ce que les opposants peuvent aussi convoquer les militaires pour leur parler de leur carrière politique, puisque vous vous êtes permis de mêler les militaires de la République à la défense de vos intérêts politiques personnels. Si chaque opposant appelle son groupe de militaires pour leur demander de soutenir sa candidature, n'est-ce pas la chienlit totale que vous auriez ainsi provoquée dans notre pays? Lorsque vous étiez opposant, avez-vous une seule fois accepté que les chefs d'État au pouvoir utilisent l'armée pour vous empêcher d'être candidat? N'avez-vous pas soutenu notre rébellion dans ce pays parce qu'on vous avait exclu du jeu politique à travers la Constitution de 2000? Monsieur le Président, vous avez oublié ce que nous avons souffert pour vous, ce que nous avons souffert pour vous dans ce pays? Monsieur le Président, chef suprême des armées, comment voulez-vous que les soldats vous respectent quand vous plongez dans la corruption des généraux et de certains ex-comzones? Comment voulez-vous que cette armée vous respecte quand vous entretenez gracieusement des miliciens arrogants alors que l'armée républicaine est dans la galère et peut se faire tuer bêtement? Le 17 septembre 2020, au cours de sa conférence de presse à l'hôtel Bristol à Paris, il annonçait déjà qu'il était en contact avec Henri Konan Bédié et Afin N'Guessan pour évoquer leur participation à la présidentielle d'octobre 2020. Le retrait des deux candidats précités était acté dès cette date, même si l'annonce en a été faite plus tard, le 15 octobre 2020. Date de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Restait la candidature de Konan Kwadjo-Bertin que Guillaume Soro fermement entreprend de contacter. Pour consolider la position de l'opposition, il faut absolument obtenir le retrait de Kakabe, le dernier des candidats qui donnera caution et crédit au processus en cours. Guillaume Soro se colle donc à la mission. Il cherche et trouve un canal pour parler à Kakabe. Il parvient
à le joindre le 19 septembre 2020. En passant par le téléphone d'une collaboratrice de Kakabe, dont il avait le numéro et avec laquelle il avait visiblement un contact régulier. Il lui explique qu'il faut qu'il prenne date avec l'histoire en se retirant du processus électoral en cours. Sorogium a même dit encore qu'il a pris toutes les dispositions, y compris les plus extrêmes. Vous entendez ce qu'il dit à Kakabe? Il dit, il est bien pour toi que tu prennes rendez-vous avec l'histoire en te retirant. Mais Kakabe sache que moi, Sorogium, j'ai pris toutes les dispositions, même les plus extrêmes. Quand tu dis que tu as pris une décision extrême, ça veut dire quoi? C'est une menace sur la vie de Kakabe. C'est une manière de dire, si tu persistes, tu vas mourir. Et donc, pour que l'élection n'ait pas lieu, le pays, ajoute Sorogium, entrera coûte que coûte dans une transition. Et toi, Kakabe, tu seras isolé. Tu seras tout seul. Et tu seras perdant si tu lis ton sort à celui de Ouattara. En se maintenant dans ce processus. Kakabe l'écoute. Il promet de mettre fin à l'échange, d'y réfléchir. Il raccroche, mais prend peur avant de se ressaisir. Jusqu'au dernier moment, Guillaume Soro a misé sur un retrait de Kakabe. Il en avait donné l'assurance à Henri Konan Bédié et à Pascal Affi-N'Guessan. La suite de l'histoire est connue. Kakabe maintiendra sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il entreprend de contacter le doyen Koné Mamadou, le président du Conseil constitutionnel, à la fin du mois d'août 2020. Pour mémoire, Alassane Ouattara, candidat du RHDP, a annoncé son intention d'être candidat le 6 août 2020, au cours de son message à la nation pour la fête de l'indépendance. Il a été officiellement investi par son parti le 22 août 2020. Il faut aller vite. Soro met les bouchées doubles. Il joint le président du Conseil constitutionnel. Son message pour le responsable de cette institution, qui statue sur l'éligibilité des candidats à la présidentielle, est simple. Il sera un homme juste, un homme de courage et un grand patriote. S'il ne valide pas la candidature d'Alassane Ouattara pour la compétition du 31 octobre 2020. Et donc, je ne sais pas si vous suivez comme moi. Après avoir convaincu Whisky Konan et Affi-N'Guessan, qui vont retirer leur candidature sans aucune forme de procès et sans justification, il a essayé de menacer Kakabe et de lui dire qu'il va tuer Kakabe si Kakabe ne retire pas sa candidature. Et Kakabe en a pris peur, mais après il s'est ravisé. Et donc, qu'est-ce que Sorogium fait? Il va rentrer en contact avec le président de la Cour constitutionnelle, comme je viens de le dire. Et le message qu'il donne au président de la Cour constitutionnelle est simple. Il dit, si tu annules la candidature de Ouattara, pour lui, Sorogium, c'est là que le président de la Cour constitutionnelle sera un homme juste, il sera un homme courageux, il sera un patriote. Donc, ça veut dire que le président actuel, qui a validé la candidature du président en cours, qui était Ouattara, donc ça veut dire que les gens qui ont validé au temps de Gbagbo la candidature de Ouattara n'étaient pas des gens justes, ce n'étaient pas des gens de courage, ce n'étaient pas des gens patriotes. Ça veut aussi dire que ceux qui ont validé la candidature de Ouattara en 2015 n'étaient pas des gens justes, n'étaient pas des gens de courage, n'étaient pas des gens patriotes. Et donc ça veut dire que pour lui, Sorogium, pour être quelqu'un qui est patriote, juste, courageux, il faut d'abord trouver quelqu'un qui doit dire du faux, qui doit transformer la vérité en faux.
Et donc, vous découvrez un autre aspect de l'individu qui vit dans un mensonge sans limite, qui ne vit que dans le faux et dans les menaces. Et ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai dit que l'individu ne prospère que dans les menaces. Et aujourd'hui, voilà en face de vous, il a menacé Kakabe. Et aujourd'hui, voilà, ça sort aujourd'hui. Et aussi, ce qu'il a dit aussi au président du Conseil constitutionnel, c'est une forme de menace à l'intégrité et même au travail des hommes de droit. Parce que le droit n'est pas un jeu. Et effectivement, en acceptant la candidature de Ouattara, ceux qui l'ont fait, l'histoire est là. Et l'histoire dira les raisons pour lesquelles ils ont retenu la candidature de Ouattara. Mais l'histoire aussi retiendra que ceux qui ont voulu qu'on lise le droit à l'envers, ceux qui ont voulu qu'on transforme le faux pour en faire du vrai, en menaçant un président de Cour suprême pour qu'il dise le faux, pour qu'il prêche le faux, c'est une première en Côte d'Ivoire. Et cela a commencé avec l'individu Soro Kibafori Guillaume, qui lorsqu'il arrive, il échoue à t'assassiner, comme c'était le cas de Kakabe et du président Ouattara. Il a menacé les Bédié et autres. Et Bédié ira même jusqu'à dire que c'est son soldat. Parce qu'il a dit à Bédié, j'ai des armes, j'ai des hommes. Et donc, il faut maintenant passer par la surenchère. Et comme vous le voyez, ça c'est la troisième étape. Soro Guillaume va vouloir kidnapper la première dame. Je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Et donc, on continue. Soro Guillaume lui propose également l'éventualité de démissionner avant l'examen des candidatures qui s'ouvrent après la transmission des listes par la commission électorale le 3 septembre 2020. Et ça, ce côté-là, il faut le dire. Si vous vous souvenez très bien, une fois Soro Guillaume dans ses communications a dit que ceux des cadres de la République qui veulent leur salut sont tenus de venir lui faire allégeance. Parce que quand eux vont prendre le pouvoir, dans leur tête, eux, quand ils prennent le pouvoir, ils t'assassinent. Et donc, il a été clair. Et il faut dire qu'en ce moment, à partir de septembre, je vais dire à partir d'août 2020, la peur était grande. Parce que l'armada, la machine qu'ils avaient mis en œuvre, même Jerry Rawlings qui est mort était dedans. Ils avaient aussi leur relais sud-africain et leur relais angolais. Et ils ont dépensé 6 milliards de francs CFA. Et ils avaient même corrompu certaines grandes chaînes dont je ne dirai les noms, mais que vous savez, qui devraient amplifier le message et discréditer le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et donc, Soro Guillaume menace les institutions. Et donc, il va même proposer au président de la Cour constitutionnelle de démissionner avant l'examen des candidatures qui s'ouvre après la transmission des listes électorales. Et ça, c'était en date du 3 septembre. Là, comme ça, eux, ils allaient dire partout que vous voyez, Ouattara, c'est un dictateur, c'est un piètre individu. Même le président de la Cour constitutionnelle a démissionné. Et tout ça, ça allait salir et affecter le moral de toutes les personnes qui savent lire entre les lignes. Guillaume Soro poursuit. Sa sécurité et son intégrité physique sont totalement assurées. Il est attendu dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis à 300 mètres de la résidence pour être protégé. Ok, chers parents, moi je vous dis, si tu viens suivre l'émission de l'éclaireur pro-vérité, arrange-toi, il ne faut pas allumer ton téléphone. Ça, c'est du chantage. Si tu dis à un président d'institution, si tu lis le droit, ça te risque péril. Mais si tu ne lis pas le droit, si tu transformes le faux en vrai, en disant que Ouattara est disqualifié, tu mets ta carrière en risque, tu mets ta carrière de juriste, parce que lui, Soro n'a pas à l'école. Il ne sait pas que quand il y a un juriste là, de la taille de Kone Mamadou et autres, c'est des personnes qui ont étudié et c'est des personnes qui sont suivies en dehors de la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut mettre ta crédibilité en danger et il faut te fourvoyer. Et quand tu vas finir de te fourvoyer, voilà les mots exactement comme il dit. Soro Guillaume lui dit, M. Kone Mamadou est vivant. Si c'est faux qu'il vienne ici pour dire que tu as menti, il dit,
ta sécurité et ton intégrité physique sont totalement assurées et on t'attend à l'ambassade des États-Unis à 300 mètres de ta résidence pour être protégé. Ça veut dire quoi? Donc, si tu ne fais pas ça, la même chose qu'il a fait à Kakabe, il dit, si tu ne fais pas ça, ta sécurité et ton intégrité physique ne seront pas assurées. C'est ce que ça veut dire. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te tuer. Et je vous ai toujours dit ça. Le langage de l'individu, c'est toujours, si tu ne fais pas ce que je veux, je te tue. Et il est sérieux. Il est très sérieux là-dedans. Ne vous amusez pas. C'est un criminel dans l'âme. C'est un individu très dangereux. Et donc, voilà, après avoir menacé Bédié, après avoir menacé Afinguessan, cela ne justifie pas. Je ne justifie pas ces personnes-là. Mais je suis en train de vous montrer ce que Soro-Guillaume fait et il a toujours fait et prospéré là-dedans. Par la suite, des rumeurs ont enflé, faisant état d'une tentative de fuite du président du Conseil constitutionnel à l'étranger et de son refuge à l'ambassade des États-Unis. Donc, quand ils ont échoué, le président de la Cour constitutionnelle, Kone Mamadou, est resté serein. Les mêmes individus lugubres et lamentables que vous connaissez sur les réseaux sociaux, il faut procéder par la désinformation, puisque Mamadou Kone n'a pas accepté. Soro-Guillaume dit à ses chiens de guerre sur les réseaux sociaux, dites que le président de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle vient de fuir le pays et qui s'est caché à l'ambassade des États-Unis. Alors que je viens de vous dire, ces gens-là, chaque fois qu'ils font une accusation, c'est un plan qu'ils ont préparé. Chaque fois qu'ils accusent quelqu'un, c'est un plan qu'ils ont préparé. Et comme bizarrement, c'est eux encore qui disent qu'il aurait trouvé refuge à l'ambassade des États-Unis. Chose bizarre. Alors que Soro-Guillaume, Mamadou Kone est vivant. Et l'article que je lis, ce n'est pas moi-même qui ai écrit. C'est le journal de ton ami. Celui qui en savait beaucoup. Et donc, les mêmes mots que tu as dit ici, comme le menteur, ton mensonge te rattrape. Ce que Kone Mamadou a démenti le 30 septembre 2020, à l'issue d'une audience qu'il accordait justement à Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, au Conseil constitutionnel pour passer en revue les ONG américaines venues observer le processus électoral. Pour le reste, M. Kone Mamadou est un haut magistrat, conscient du poids de sa charge. Le 15 septembre 2020, l'institution rendait son arrêt pour confirmer la validité des 4 candidatures, dont celle d'Alassane Ouattara. Ceci expliquait cela. Le président du Conseil constitutionnel sera vilipendé, traité de tous les noms d'oiseaux par Guillaume Soro au cours de sa fameuse conférence de presse à Bristol, 2 jours plus tard, c'est-à-dire exactement le 17 septembre 2020. Quelques mois plus tard, il en rajoute une nouvelle couche. Comme pour se venger, Chris Yapi, un cyberactiviste, dont la vraie identité est Soro-Guillaume lui-même, annonce le 25 mai 2021 la mort du président du Conseil constitutionnel. Et donc, même quand il échoue à te tuer, il va souhaiter dans son âme que tu meurs. Et c'est pourquoi, le jour de la mort d'Ahmed, vous l'avez surpris en train de fêter la mort d'Ahmed avec du champagne. Qui ne se souvient pas de ça? Et donc, tellement il avait la haine pour Kone Mamadou, le 25 mai 2021, il va annoncer la mort de Kone Mamadou pour satisfaire sa conscience. Fait démenti 2 jours plus tard, Kone Mamadou recevait le nouveau ministre de la Réconciliation nationale au siège de son institution. Il peut ne pas y avoir élection en Côte d'Ivoire. Le scrutin du 31 octobre 2020 n'aura pas lieu. Propos de Soro-Guillaume. Tel a été le leitmotiv de la communication agressive déclenchée par Soro-Guillaume le 17 septembre 2020. 2 jours après la décision du Conseil constitutionnel qui a validé la candidature, lançant officiellement le processus électoral. Il préparait ainsi le terrain et les esprits
d'abord au boycott actif et à la désobéissance civile qui seront lancés un mois plus tard, le 15 octobre, par l'opposition significative. Mais également, ils avaient prévu le pire. Et pour cela, il fallait aller étape par étape. J'espère que vous suivez avec moi et que vous comprenez très bien. Ils disent qu'ils avaient préparé le pire et que pour cela, il fallait aller étape par étape. Ici, il ne s'agit pas de faire de la politique de la chaise vide, ni de boycotter l'élection. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous, on est dans l'élection. C'est parce que vous voyez, c'est différent. Écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Le scrutin n'aura pas lieu. Tant qu'on n'est pas candidat là, le scrutin n'aura pas lieu. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu. Comme Alassane n'est jamais allé en prison, c'est pas dans sa bouche là. En prison là, c'est facile. Mais Dieu inscrit dans le destin de chacun. J'espère que Dieu inscrit dans son destin prison. Il va aller s'asseoir là-bas, il va voir ce que c'est. Donc, je vous donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Et je vais vous dire que je vais assumer mes responsabilités. Première étape, il faut fédérer les énergies. C'est-à-dire toutes les forces du mal doivent se mettre ensemble. Il fallait trouver le moyen de reconstituer un front anti-Ouattara très fort. Et tous les acteurs ont trouvé leur intérêt dans cette nouvelle redistribution. Henri Konan Bédié, pour le rêve de revanche. Afin Guessan et les autres pour le repositionnement face à un RHDP trop dominant. Et surtout, Guillaume Soro, qui n'a rien préparé d'autre que le maquis et qui n'avait aucun instrument politique pour soutenir son ambition présidentielle pour 2020. La non-tenue de la présidentielle de 2020 évitait à Guillaume Soro de sortir du jeu. Et donc, il a réussi en blaguant toutes ces personnes-là, sachant que lui, Soro n'irait pas aux élections. Il les a mis dans la farine pour les inciter à ne pas aller aux élections, pour que lui, Soro, tout le monde soit comme lui. Et ça, les opposants n'ont pas compris. Deuxième stratégie. Ils ont partagé les rôles. Et donc, les rôles ont été repartis. À Guillaume Soro, la stratégie globale. Ça veut dire c'est lui qui était le superviseur. Au sein de l'opposition radicale, Laurent Gbagbo, y compris depuis la prison, l'idée s'est largement répandue que Guillaume Soro, compte tenu de son pédigré, est l'atout maître pour terrasser Ouattara. Et après diagnostic de la situation politique, l'ex-chef rebelle a prescrit à ses pairs une thérapie de choc. Il faut faire des discours touchants et tranchants, des communications anxiogènes et une action et des actions violentes sur le terrain. Et je vais vous expliquer tout ça. Il faut installer le doute chez les partisans du pouvoir. Voilà la vraie stratégie des opposants. Et je vais expliquer un à un. Et c'est pourquoi vous avez vu les discours du crash party. Écrivez, gardez tout. Ça, tout le monde a vu ça. Communication anxiogène, ça veut dire quoi? Il faut multiplier les communications qui vont créer l'angoisse, le désordre et qui vont créer la panique dans les cœurs des personnes. Et qui ne se souvient pas de cette période-là. Tout le monde pensait que le lendemain de la Côte d'Ivoire se retrouverait aux enfers. Et quatrième action, les actions violentes sur le terrain. Et ça, je vous ai parlé de ça il y a longtemps, mais il y a des gens qui ont oublié. Quand ils ont tué Toussaint à Daoukro, j'ai donné des détails. J'ai dit, regardez très bien à la fin. Ceux qui se souviennent peuvent confirmer. Les gens ont parlé, tout ça a été tué. Mais les actions violentes sur le terrain, là, qui en a les capacités et qui en a les conditions, toute l'opposition dit que c'est Soro Guillaume et donc c'était à lui cette tâche-là. Dieu merci, ce que j'ai dit aujourd'hui, le monde entier vient confirmer que je n'avais pas menti. Et donc Soro Guillaume a fait exécuter, il fallait couper la tête. Celui qui a coupé la tête de ce jeune homme-là, et il a demandé qu'on coupe le sexe pour lui présenter ça en signe comment on appelle, de preuve.
Et ça, je l'ai dit devant le monde entier. Et ça, je le réitère aujourd'hui. Voilà aujourd'hui que tout est en train d'être sorti. Il faut installer le doute chez les partisans du pouvoir et planifier une insurrection populaire qui serait ensuite soutenue par un coup d'État militaire. Et effectivement, vous vous souviendrez de son discours où il va demander aux forces armées de prendre leurs responsabilités, de regarder à la lumière de leur propre conscience pour faire un coup d'État. Et c'est là maintenant que Emmanuel Macron va le chasser de France, officiellement en tout cas. Il faut créer une atmosphère qui maintienne la communauté internationale dans une position d'attente. Henri Konan Bédié donnera sa caution. Pascal Affi-N'Guessan portera la voix du mouvement. Et donc, Henri Konan Bédié était la caution morale et politique de ce coup d'État-là et des violences. Affi-N'Guessan en était le porte-parole du mouvement. Lui sort pour venir dire, parler mal, insulter, pour énerver la galerie. Et même, Affi-N'Guessan va dire à son représentant qui est en France, de dire que si Ouattara persiste à aller aux élections, si Ouattara persiste à vouloir maintenir le processus démocratique et légal, eux, ils vont créer des conditions pour faire une guerre civile. Et hier, c'est ce qui m'avait énervé. Et vous savez que pour ceux qui sont élèves de la classe, hier, j'ai été dur et je disais à ces haineux-là, j'étais très dur avec eux pour la bonne et simple raison qu'ils sont encore dans ce même registre-là. C'est eux qui veulent planifier. Comment nous sommes des êtres humains. On ne peut pas chaque fois accepter que des gens viennent nous dire on va vous tuer, on va vous tuer, on va vous tuer. Et donc, c'est pourquoi hier, j'ai été très dur avec eux pour leur faire comprendre que ce qu'ils souhaitent aux autres, eux-mêmes aussi peuvent, la même chose peut leur arriver, de faire beaucoup attention. Tuer son semblable n'est pas un programme. Tuer son semblable ne résout pas votre problème. Parce que vous pouvez prendre ce pouvoir dans des conditions scabreuses. Mais est-ce que vous en aviez les capacités de gestion? Et vous allez vous retrouver confronté au courroux du peuple. Et donc, les rôles étant bien déterminés, pour les probabos et les gores, eux fourniraient les pelotons d'exécution. Est-ce que vous comprenez très bien ce qu'on est en train de dire? Les probabos ou les gores fourniraient le peloton d'exécution. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas français. Mais quand on parle de peloton d'exécution, ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui étaient RHDP et toutes les personnes qui étaient du gouvernement, on allait les livrer aux probabos qui allaient les macheter, faire les articles 125 et comme ça, ils allaient dire non, ce sont les probabos qui ont fait ça. Mais tout ça avait été planifié. Chère population, c'est ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Et donc, vous allez voir des tueurs. C'était les probabos et ça, c'était leur rôle. Et c'est pourquoi souvent, quand je regarde souvent nos dirigeants, qui semblent avoir, certains de nos dirigeants qui semblent avoir si vite oublié cette période-là, ça me fait mal. Pas parce qu'on peut vous détester, mais parce que le danger qui était derrière la Côte d'Ivoire était tel que très peu parmi nous et vous auraient été vivants. Et respectons cette histoire-là et respectons cette difficulté du peuple. Regardez ce plan macabre et ignoble qui avait été mis en place. On se croirait dans un monde barbare. Mais ce n'est pas tout. Il y a le 4e niveau. La mécanique des violences. Comment il faut mettre en place des schémas de violence. C'est dans ça qu'on va rentrer. Ça, c'est la 3e étape. Non, la 4e étape, si je ne me trompe. Les premières violences ont commencé le 6 août 2020. Après l'annonce par Alassane Ouattara de sa candidature à l'élection présidentielle. Il faut donc susciter des affrontements communautaires qui ont fait d'abord une quinzaine de morts les jours qui ont suivi. Les communautés, les manipuler, c'est l'astuce trouvée par l'opposition pour déclencher un embrasement total. Des informations précises à la disposition des enquêteurs sur ces violences établissent des contacts entre Guillaume Soro, certains de ses proches et les assaillants motorisés, c'est-à-dire à moto,
qui ont sévi comme à Dabou le 24 octobre 2020 et qui ont fait 16 morts. 5e étape qui va surprendre beaucoup de personnes. La planification du chaos. Et donc, enlever la première dame. Et oui, c'était dans le plan, mais on ne pouvait pas vous dire ça à l'époque. Sinon, les Djoulal allaient chier dans leur culotte. Et les RHGP allaient chier dans leur culotte, je vais dire. Mais dans le 5e niveau du plan, c'était d'enlever la première dame. Et donc, le point de crête, pour soutenir que les élections n'auront pas vraiment lieu, Soro Guillaume avait opté pour des scénarios catastrophiques. Le dossier des enquêteurs révèle des indices concordants sur un projet d'enlèvement de la première dame pour mettre une pression maximale sur le candidat Ouattara et le contraindre à stopper le processus électoral. Ça, c'était le 5e niveau. Et donc, quand la première dame aurait été prise otage et que Ouattara aurait fait arrêter le processus électoral, Soro Guillaume allait passer au 6e niveau. Et le 6e niveau, ça va vous choquer. Assassiner le président. Eh oui, c'est ce que vous avez entendu. Ça veut dire couper les oreilles de Ouattara. Couper le nez de Ouattara. L'humilier, le mettre à terre. Et puis lui, Soro va chuter Ouattara. Et puis il dit, toi, enfant bâtard là. Toi, Ouattara bâtard là. Quand je te parlais, tu ne m'écoutais pas. Mais aujourd'hui, moi, je t'ai pris aujourd'hui, je joue petit poteau avec toi, devant le monde entier. Comme pour Samuel Doe. C'est pourquoi vraiment ce gamin-là, non. Et donc tout ce qu'il disait, regardez chaque fois, et il allait assassiner la première dame. Ne vous amusez pas. Mais avant de tuer la première dame, il allait tuer d'abord Ouattara, comme il l'a dit, devant tout le monde entier, avec toutes les descriptions qui sont là. Et donc, quand Ouattara allait se rendre pour sauver sa femme, il allait maintenant procéder à un autre camp, c'est-à-dire l'assassinat de Ouattara. Des sources crédibles des services de renseignement, proches du dossier, établissent que 2 éléments de la garde rapprochés d'Alassane Ouattara ont été contactés par Soro Guillaume avec des propositions concrètes d'espèces sonnantes et trébuchantes et des promesses d'exfiltration loin de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand il vous a dit, Ouattara, je vais le mettre à terre là, dans la même nuit, il a contacté 2 gardes de corps du président Ouattara. Il leur a dit, Ouattara là, je sais que vous me donnez les renseignements, il n'y a pas de problème. Maintenant là, on ne va plus reculer. On va le tuer. Et donc, chargez-vous de la mission. Et si vous réussissez à le faire, je vous donne la somme que vous voulez. Et ça, l'article que je lis, ce n'est pas moi, j'ai écrit, on va aller dire que l'éclaireur a menti. Je vais mettre ça, tout le monde va vérifier. Et si c'est faux, tout le monde pourra vérifier. Donc, je n'invente rien, je ne fais que réexpliquer. Et donc, à ces 2 personnes-là, il va donner beaucoup d'argent. Et ils vont les exfiltrer pour aller au Ghana. Bon, là, c'est moi-même qui le dis parce que moi, je suis au courant. Ils vont aller au Ghana. Et donc, l'assassinat du président était programmé pour le 31 octobre 2020. Oui. Souvenez-vous de son discours. Tout était subliminal. 31 octobre, et il y a le 1er novembre. Alassane, lui, prie, pour pouvoir se réveiller le 1er novembre. Et puis il dit, je suis président. Et nous on se bat pour pouvoir l'attraper le 31, au plus tard. Pour moi là, à partir du 31 octobre, Alassane est ex-président de Côte d'Ivoire. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Souvenez-vous de son discours. Tout était subliminal. Tout ce qu'il disait là, c'était des codes. Mais on ne pouvait pas dire ça à nos parents. Et c'est pourquoi vous avez connu un éclaireur très doux, très psychologue pour vous calmer. Parce que le poisson qu'on voulait attraper là, ce n'était pas en troublant l'eau qu'on pouvait l'avoir. Et
C'est pourquoi des gens comme éclaireurs sont sortis de l'ombre pour dire non, Ouattara, on ne te fera pas ça devant nous. Non, la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Non, le peuple ne va pas. On ne va pas verser le sang des Ivoiriens. C'est là que l'éclaireur est sorti. Et pour ceux qui s'en souviennent, c'est là que vous avez connu quelqu'un qui s'appelle l'éclaireur pro-vérité. Parce qu'il fallait venir d'abord dire à nos parents qu'on va réussir ensemble ce combat et que le chef de l'État ne sera pas humilié et que la Côte d'Ivoire ne tombera pas. On a réussi ce combat grâce à Dieu. On a réussi même à faire sortir nos parents pour aller voter. On a réussi à stabiliser les consciences. Mais Ouattara, lorsqu'ils allaient le tuer, je vous le dis, hein, on devrait le tuer au lycée Sainte-Marie de Cocody. Lycée Sainte-Marie de Cocody. C'est là-bas qu'ils allaient tuer le président Ouattara. C'est là-bas qu'ils allaient le mettre à terre. De la même manière qu'il a demandé aux gens de Toussaint de prendre la photo, tête coupée, jouer ballon avec, et puis couper sexe là. C'est sur cette dernière partie-là que j'ai su que c'est sa signature. Et quand j'ai révélé ça au monde, il n'y a pas eu un garçon qui est venu dire que je mentais. Maintenant, allez prendre le discours de Soroguium pour dire que Ouattara ne verrait pas le 31 là. Effectivement, il y a 2 personnes dans les gardes rapprochés de Ouattara qui devraient tout faire pour tirer sur Ouattara. Et maintenant, dans la débandade, prendre Ouattara mort ou vif, ou même quel que soit l'état, le conduire au lycée Sainte-Marie de Cocody. Et là-bas maintenant, ils avaient placé des caméras. Chers parents, vous voulez qu'on vous dise tout? Vous voulez qu'on vous dise tout? Je veux voir quelques réponses en fait, parce que je veux voir quelques réponses. Et donc, ils avaient placé des caméras là-bas. Et dès que Ouattara, mort ou vif, sera avec eux, ils allaient le découper méthodiquement, le charcuter correctement. Mais leur objectif était de le maintenir dans un état mi-vivant, mi-mort. Pour l'humilier au maximum. Pour l'humilier au maximum. Et dire, voilà votre Ouattara avec son épouse. Regardez la cuisse à Yopougon. Regardez les bras à Cocody. Regardez la tête à Djamé. Regardez le torse à Bromakoté. Et comme ça, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas les choses que j'imagine. Comme ça, on allait dire que même, on dit non, leurs corps ont été dispersés, on ne sait même pas où on les a trouvés. À la Ceausescu. Il y a des dirigeants qu'on a tués en 1988, le couple Ceausescu. Si vous vous renseignez, c'était le même mode opératoire. Et quand on va faire ça, ça va tellement sonner les gars du RHDP. Entends, ceux qui ont été les gors, qui ont été mis pour exécuter les RHDP sont à l'œuvre. La tension et l'apocalypse sera tel que on n'aura même pas le temps de se souvenir de quoi que ce soit. Tout ce qui va venir dans ta tête là, c'est de souhaiter mourir. C'est de souhaiter toi-même te donner la mort. C'est ce que Soroguium avait prévu. On te dit que non, on a retrouvé un pied de Ouattara à Yopougon. On a retrouvé ses doigts à Dabou. On a retrouvé sa tête à Bromakoté. On a retrouvé une partie de ses dents à Yopougon. Et on a retrouvé le torse au lycée Sainte-Anne-Marie de Cocody. Quelle horreur! Quel apocalypse! Et comme ça, ce que l'article ne dit pas, on allait dissoudre carrément le RHDP qui n'allait plus jamais exister dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est clair qu'un tel scénario d'apocalypse mettrait immédiatement fin au processus électoral tel que Soro le promettait à ses interlocuteurs et à la presse. Comment le commando a été démasqué? Les services de renseignement sont restés muettes. Vous savez qu'on ne peut pas tout dire. Moi, je sais, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Une chose est certaine, les concernés sont passés aux aveux. Ils ont été pris, hein? Et donc, c'est ce qu'on a pris, c'est eux qui ont parlé pour donner ça. Avec fort détail, la Côte d'Ivoire a frôlé le chaos. Mais notre pays a effectivement connu le pire. Les violences planifiées par Soroguium et l'opposition ont occasionné 87 morts et 484 blessés
avec d'énormes dégâts matériels. Et donc, voilà la réalité qui est mise en face de vous. Et ce que je lis là, ça vient de Nord-Sud. Parce que Éclaireur parle beaucoup, Éclaireur parle, il dit des choses. Mais aujourd'hui, vous auriez pu constater que tout ce que je disais, en toute sincérité, je ne vous ai jamais menti. Quand j'ai dit que Toussaint a été tué par Soro-Guillaume et que ça avait été... Je vous ai donné aujourd'hui les détails. Et avec tout ce qui concorde là, est-ce que moi je connais Nord-Sud? Est-ce que moi je connais les services de renseignement? Je ne les connais pas. Mais je connais le mode opératoire de celui qu'on appelle Soro-Guillaume. Faisons attention, chers Ivoiriens. Dans le plan, ce que l'article ne dit pas, dès que lui serait revenu en Côte d'Ivoire, il allait être accueilli, il rentrerait par le Ghana. Mais avant son entrée, il devait pas assassiner aussi Bédié et tous les opposants de la Côte d'Ivoire. Le GPS va conquérir le pouvoir d'État. Maintenant, la deuxième étape qui donne froid dans le dos, c'est son schéma de vouloir faire un coup d'État et un coup d'État ensanglanté. Un coup d'État où il va éliminer tous ses opposants, en tout cas qui peuvent lui barrer le chemin pour la présidence ivoirienne. Il va vouloir les éliminer physiquement. Que ce soit du côté du RHDP, du PDC. Parce qu'il y avait un autre plan qui était en cours. Soro-Guillaume avait payé des gens du Nord qui étaient ses complices, qui allaient dire comme les Probabo sont en train de tuer les gens, nous aussi on s'est attaqué aux opposants pour les tuer. C'est pourquoi un jour vous avez vu Ouattara, il a quitté Abidjan. Et allez reprendre mon émission de ce jour-là et puis comparer avec ce que je viens de vous dire. Mais on ne peut pas vous donner tous ces détails-là. Ouattara savait tout ça. C'est pourquoi la date précise, il a quitté. Il allait au nord pour aller faire des tournées. Allez reprendre la même émission et regarder et puis comparer avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche, faites-vous le plaisir de venir dire, Éclaireur, cette partie-là, ça ne tombe pas. Et donc, je vais m'arrêter là. Nous allons passer à notre mère, Madame Kanté, qui va lire son éditorial. Et lorsqu'elle aura fini, les uns et les autres pourraient poser des questions ou bien même apporter plus de détails que nous-mêmes, nous ne savons pas, parce qu'une personne ne peut pas tout savoir, ou bien même essayer de nous dire certaines choses pour essayer quand même d'éclairer la lanterne des uns et des autres. C'était très effrayant. Siddiq Aboubakar, c'était très effrayant. Celui qui te dit que ce n'était pas effrayant, la personne ment. Celui qui était au courant de la réalité, on a pris un gros risque. Et disons merci à Ouattara. Disons merci au président Ouattara pour son courage et sa sérénité. On était vraiment dans l'apocalypse.